Salut à tous, j'entame aujourd'hui ce dont je vous ai parlé en fin de vidéo sur Deschamps hier, c'est-à-dire des vidéos, j'allais dire des papiers, un vieux réflexe de journaliste de presse écrite, des vidéos un petit peu déconnectées de l'actualité pour revenir soit sur des thèmes importants du football. Ça peut être les droits télé, le PSG de Luis Enrique, mais aussi mes souvenirs avec l'équipe de France 98, mes souvenirs avec Arsenal. Voilà, dites-moi si vous avez envie aussi que je vous fasse des vidéos où je vous raconte des anecdotes de ces époques. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par vous parler de l'Olympique de Marseille. Une équipe, enfin un club évidemment qui a une place majeure dans le football français. Pour certains, c'est le club numéro 1. Pour d'autres, c'est le club numéro 2. Mais enfin, dans tous les cas, c'est de toute façon un club extraordinairement important dans le paysage du football français, avec ses excès, mais surtout sa passion. C'est vrai que ce qui m'a toujours frappé quand j'allais à l'OM, c'était l'ambiance incroyable au Vélodrome et la passion, avec ses excès aussi, qui habitait, je dirais, la ville. C'est vrai que c'est quasi impossible d'être dans un restaurant à Marseille sans entendre parler de l'OM. Et voilà, et c'est un club que j'ai suivi l'année où ils perdent le titre à la dernière journée contre Bordeaux, qui gagne 3-2 avec un but de Feilduno au parc, pendant que j'étais d'ailleurs à Marseille, à Nantes, pardon, où Marseille avait gagné 2-0. C'est aussi cette année-là que l'équipe a été en finale de la Coupe des Coupes contre Naples à Moscou, où j'ai failli crever parce que pendant le match, j'ai été pris de frissons et d'une fièvre absolument terrible. Après le match, on retourne dans l'avion et Roland Courbis, qui était l'entraîneur, avait acheté des châles pour sa femme et ses filles. Et comme j'avais le teint jaune tellement j'étais malade, il m'avait mis les châles qu'il avait offerts à ses filles sur moi pour que j'ai moins froid. Et d'ailleurs, je suis resté 4 jours au Novotel Vieux-Port dans la chambre, incapable de rentrer à Paris tellement j'étais malade. Avant ça, la demi-finale à Bologne, c'était évidemment terminé, comme on le sait, avec une bagarre générale avec Luxin, avec Dugarry, qui avait d'ailleurs valu des suspensions de ces deux joueurs pour la finale contre Parme. Et surtout une sortie du stade qui est la sortie la plus violente que j'ai connue de ma carrière, puisque les ultras de Bologne balançaient des pierres sur tous les cars qui étaient français, que ce soit celui de l'équipe de Marseille, qui était d'ailleurs plus protégé, que celui le nôtre de la presse, qui était pour le coup beaucoup moins protégé. Mais bon, c'était ça le Marseille à cette époque-là. Bon, c'était une équipe dans laquelle j'avais énormément d'amis, Pires, Dugarry, Laurent Blanc. Et d'ailleurs, le soir de la finale de la Coupe du Monde 98, j'étais à Hendaye avec Marseille en stage. Il y avait d'ailleurs Ravanelli qui avait voulu me casser la gueule parce que il pensait que j'avais fait un papier sur le penalty qu'il avait obtenu au Parc des Princes contre le PSG, alors que j'avais absolument pas traité ce sujet dans le journal ce jour-là. J'avais fait un papier sur les blessures de Guérin et Fournier en début de match. Mais bon, enfin voilà quoi. Comme il m'avait dit, si j'étais pas Yanti, je te casserais la tête. Ce à quoi, à l'époque où j'étais plus équipé qu'aujourd'hui, j'avais dit, c'est pas ce qu'il y a de plus facile de me casser la tête. Et puis finalement, la liesse de la victoire des Bleus avait calmé tout ça. Évidemment, depuis cette période, il s'est passé énormément de choses à Marseille, des biens, des moins bien, avec beaucoup d'équipes décevantes, et puis malgré tout, toujours même dans les saisons les plus ratées, des moments d'extase, des finales européennes, des demi-finales européennes, des buts de Payet. L'avantage avec Marseille, pour nous qui vivons de l'actualité du foot, c'est que entre Marseille et Paris, il se passe toujours quelque chose.
Et il faut pas s'étonner que beaucoup de journalistes et beaucoup d'émissions de radio fassent leur gros titre avec l'OM et le PSG, parce que globalement, ce sont deux clubs qui intéressent tout le monde, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, que ce soit des supporters ou des haters. Dans les deux cas, la situation de ces clubs intrigue, interroge et évidemment intéresse. Aujourd'hui, l'OM, depuis qu'il y a Pablo Longoria, a effectué un vrai virage. C'est-à-dire que Longoria est certainement depuis très longtemps le président qui a une mainmise quasi totale sur le club, même si à un moment donné, on s'en souvient, ça a failli mal se passer avec les supporters et le Rachid Zeroual, dont le rôle autour, au sein du club est quand même toujours extrêmement bizarre et sujet à caution. J'en dirai pas plus. Sinon, ils vont encore me traiter de gros porc. Mais bon, c'est en général l'argument des faibles. En tout cas, Longoria, il a fait beaucoup de choses. Il s'est trompé. Il s'est trompé comme quelqu'un qui a fait énormément de choix, comme j'avais coutume de le dire. À chaque début de saison, il y avait 10 arrivées et 10 départs à l'OM, donc c'est difficile, et surtout toujours un nouvel entraîneur, donc c'est difficile d'avoir une constance. Et là, on a l'impression que petit à petit, avec beaucoup de patience, Pablo Longoria a réussi à obtenir ce qu'il cherchait depuis qu'il était à la tête de l'OM, un secteur sportif fort, une direction sportive forte, avec lui, qui a évidemment un rôle majeur dans tous les choix sportifs du club, et Mehdi Benassia, qui a été nommé avant-hier enfin directeur du football. Et ces deux-là travaillent bien, et surtout travaillent ensemble, sans se tirer la bourre, sans qu'il y ait une guerre d'ego, et sans qu'il y ait un qui veuille prendre la place de l'autre. Et c'est évidemment un progrès énorme par rapport aux années qu'on a pu connaître à l'OM. Et voilà, il y a eu un recrutement, encore une fois, quantitatif énorme, beaucoup de nouveaux joueurs, pas que des cadors, mais aussi, dans le tas, des très bons joueurs qui aujourd'hui, on le voit, font la différence sur le terrain. Je pense à Rulli, le gardien de but argentin, qui fait un début de saison assez extraordinaire. Je pense à Højbjerg et Rabiot au milieu. Je pense au retour de Rongier. Je pense à Greenwood. Tous ces joueurs-là, Luis Enrique, qui après avoir été un boulet pour l'OM, est devenu un élément majeur. Je pense que voilà, l'OM, après s'être cherché, commence à se trouver et peut-être à des bases sérieuse pour l'équipe des saisons prochaines, parce qu'il faut pas se leurrer, l'OM ne va pas pouvoir tous les ans faire partir 10 joueurs et faire arriver 10 joueurs. Et là, comme avec les joueurs que j'ai cités, vraiment on a une base solide pour travailler, pour progresser et se rapprocher évidemment d'un titre, parce que c'est ça aussi qui manque depuis tant d'années à l'OM, d'un titre en France ou en Europe le jour où ils y reviendront. Évidemment, tout ça ne serait pas possible avec un entraîneur moyen, comme Marseille a pu en avoir, y compris l'année dernière, où les 3 entraîneurs qu'on a pu avoir avec des degrés différents, aucun n'était taillé pour le projet sportif souhaité par Longoria. Là, évidemment, l'arrivée de Zerbi a changé beaucoup de choses. D'abord, ça a été une surprise qu'un entraîneur de ce niveau, qui a été demandé en première ligue, choisisse l'OM, et c'est pas anodin. Ça veut dire que c'est quand même un club attractif. Je veux dire, qu'un entraîneur de la dimension de Zerbi choisisse l'OM, et en plus choisisse l'OM une année où il n'y a pas de compétition européenne, c'est vraiment un signe extrêmement significatif, à la fois de la volonté de l'entraîneur italien de rejoindre le club, et du club de faire l'investissement nécessaire pour avoir un entraîneur de cette dimension. Alors évidemment, il y a toujours les esprits chagrins qui disent que c'est scandaleux que Greenwood soit dans un club de la dimension de l'OM avec les histoires qu'il a eues avec sa femme. Mais encore une fois, moi je suis très pragmatique dans ce genre d'histoire. Il n'y a aucun règlement
qui interdit à Greenwood de jouer au football. En plus, il est retourné et il a fait amende honorable et a présenté longuement et à de nombreuses reprises ses excuses. Il est toujours avec sa copine, il lui a fait un autre enfant et tout a l'air d'aller bien pour le meilleur du monde. Donc moi, les dispenseurs de justice sur les réseaux sociaux, vous savez ce que j'en pense. Mais voilà, quoi, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un joueur évidemment majeur, même si je pense qu'il peut faire beaucoup mieux à l'OM que ce qu'il a fait. Évidemment, pour l'instant, l'OM est deuxième du championnat, un petit peu décroché par rapport au PSG. Évidemment, le classique au Vélodrome a été totalement raté par l'OM, qui était déjà la tête sous l'eau et menait 1-0 lorsque Amin Harit a été expulsé pour son pied haut sur Marquinhos. Il n'est pas question ici de revenir sur le fait de savoir si c'est mérité ou pas mérité qu'Harit ait été expulsé. Mais bon, à l'arrivée, ça fait 3-0 contre le PSG, ils en ont repris 3 après contre Auxerre au Vélodrome. Ils ont fait match nul à Angers et il est évident que ces points perdus aujourd'hui ils pèsent lourd dans le duel que l'OM voudrait livrer au PSG pour la lutte pour le titre. Voilà, je pense que même si le PSG a fait pour moi un vrai retour en arrière par rapport à la qualité de son équipe, je pense que le PSG est actuellement de toute façon encore nettement supérieur à toutes les équipes en France, comme d'ailleurs le classement l'atteste. Je pense que le plus important, ce sera la saison prochaine pour l'OM, parce que selon toute vraisemblance, et je pense que c'est à souhaiter pour tout le monde quiconque aime le foot en France, je pense que la saison prochaine, l'OM sera de retour en Ligue des Champions. Et là, il faudra pas se louper parce que faut quand même se souvenir que les dernières prestations de l'OM en Ligue des Champions ont été désastreuses. On se souvient du fameux 0/6 à une époque. Je pense que avec De Zerbi, avec une base d'équipe bien solide, notamment au milieu, faudra voir si Rabiot a envie de poursuivre l'aventure. J'avoue que je ne lui accorde qu'une confiance limitée là-dedans, mais bon, voilà, je pense qu'il faudra surtout renforcer l'équipe sur le plan défensif. L'OM, dans ce sens, a tenté un pari avec Luis Felipe, qui était un très bon défenseur à Naples, mais qui a absolument pas joué en Arabie Saoudite, et puis surtout qui a été souvent blessé et gravement blessé. Donc voilà, c'est un pari, mais c'est tout à fait le genre de pari que peut tenter un club dans un mercato d'hiver. Il est évident que les renforts, ils doivent être défensifs, parce que je pense que Balerdi, même si à titre personnel, j'ai pas mal de réserves sur Balerdi, qui me paraît un élément talentueux, mais pas d'une fiabilité à toute épreuve. Il y a Quentin Merlin à gauche qui est très bon, mais voilà, il faut aussi, je pense, trouver un autre arrière central qui aurait très bien pu être Mbemba si l'OM n'avait pas décidé de l'exclure de son équipe. Ça, c'est un choix, à mon avis, préjudiciable au club, parce que je pense qu'avec Mbemba, l'OM serait beaucoup plus fort qu'il ne l'est cette saison. Et puis, encore une fois, je vous dis, peut-être trouver un numéro 9 de meilleur niveau, parce que de toute évidence, Wai ne fait pas l'affaire. Maupay, avec beaucoup d'intelligence et d'abnégation, rend beaucoup de services dans le jeu. Il marque quelques buts, il fait quelques passes décisives, mais bon, c'est pas non plus l'attaquant d'une équipe de Marseille de dimension européenne. Je voudrais terminer en disant qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je n'aime pas Marseille. Très franchement, c'est jamais une ville où je me suis senti extrêmement à l'aise, même si je conçois et je trouve que c'est une ville qui a des coins magnifiques, le Vieux-Port, la Corniche, les Calanques, c'est évidemment sublime, mais c'est vrai que c'est une ville où je me suis jamais senti extrêmement à l'aise. Au niveau du club, moi j'ai toujours eu de très très bons rapports avec Pablo Longoria. Je ne connais pas Mehdi Benassia.
Encore une fois, comme je le disais souvent, il y a eu beaucoup de saisons où j'avais plus d'amis à Marseille qu'au PSG. Ça restera le club où mon ami Abedi Pelé a pris toute la dimension que je lui avais vu prendre dès le premier match où je l'avais vu en Ligue 2 avec Niort, où j'avais écrit dans l'équipe « Ce joueur est un génie » et je m'étais d'ailleurs fait reprendre de volée à l'équipe où on m'avait dit on peut pas traiter un petit Africain qui se fait appeler Pelé de génie dans un match de Ligue 2. Dieu merci, la suite m'a donné raison. Ensuite, il y a eu André Ayou et son frère Jordan qui eux aussi ont été là. Steve Mandanda avec qui je suis encore en contact à Rennes. Voilà, c'est l'OM a une place dans le football français qui est indéniable. Et puis il faut aussi reconnaître un truc, c'est que j'avais gagné 1500 balles grâce à Marseille, enfin 1500 francs à l'époque, lors de leur victoire en 93, puisque j'avais pronostiqué 1-0 but de Boli 38e, et je crois que le but de Basile il est à la 41e ou à la 43e. Donc voilà, grâce à ça, j'avais pris le pactole. L'OM en soi a jamais remercié. Et puis un dernier mot, évidemment, pour mon ami Bernard Tapie, avec qui j'ai changé, et croyez-moi, je les garde précieusement dans mon téléphone, et des SMS pratiquement au bout de sa vie. J'aimais beaucoup Bernard Tapie, j'admirais son culot, j'admirais son aplomb, j'admirais son charisme et son incroyable énergie. J'avais la chance qu'il m'aime beaucoup, et qu'il me le dise et qu'il me l'écrive. Son décès a été une grande tristesse pour moi, et son héritage, évidemment, à Marseille, est fabuleux. Voilà, mes amis, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette formule un petit peu différente de Pierrot le foot. Si ça vous plaît, ben on en fera toutes les semaines, et puis si ça vous plaît pas, on n'en fera plus, parce que c'est ça, la démocratie. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, bye.